Parfait. Ludivine, est-ce qu'on peut commencer? Très bien, on te Ouais. suit. Ah ben c'est parfait, très bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Merci à vous toutes et tous, médecins généralistes, qui êtes venus nous rejoindre pour ce webinaire assez important par rapport à l'assistante médicale qu'on ne connaît pas toujours suffisamment. Et dans le cadre de toutes les réflexions concernant la surcharge de travail, la multiplication des patients, l'assistante médicale peut être aussi un moyen de coopérer, de coordonner aussi autrement les choses. Donc, on a vu en tout cas que ce sujet pouvait intéresser un certain nombre d'entre vous. On a l'habitude de finir par le générique. Moi, je vous propose de commencer par le générique et vous redire qu'il y a plusieurs CPTS du Gard qui se sont associés pour travailler sur ce sujet. Je voudrais saluer et remercier en votre nom Célia Chourid de la CPTS La Cévenole, Léa Fournier de la CPTS entre 16 et Gardan-Cévennes, qu'on appelle plus souvent ECGEC, Sandrine Gardis de Nemosa, pardon, Anaïs Leblé de la CPTS Ironie et Ludivine Ray de la CPTS Regard. Je fais un travail, moi je suis arrivé un petit peu sur la fin, donc l'hommage et les remerciements sont pour elle. Au niveau de ce webinaire, donc, on vous informe quand même qu'on l'enregistre parce qu'on a eu cette demande pour pouvoir permettre aussi à certains de vos confrères ou consoeurs qui ne pouvaient pas être présents de pouvoir profiter aussi de cette présentation. Au niveau des présentations, justement, on ne va pas faire un tour de table. Vous êtes un certain nombre à vous connaître et puis on pourrait passer jusqu'à 2 heures à faire une présentation et on n'aurait pas beaucoup avancé sur le sujet. Donc, s'il y a des choses, des questions que vous auriez à poser, mettez-les donc dans le chat et puis on se partage le travail au niveau des coordinatrices pour prendre enfin, regarder un petit peu les questions qui pourraient être posées, les mains levées que vous pouvez effectivement faire. Vous avez en haut de votre écran une petite levée de main, n'hésitez pas à le prendre. Sur les questions de flux, on vous invite aussi à laisser la caméra ouverte. C'est aussi une manière de se connaître. Ça peut être plus sympathique, surtout si vous prenez la parole. Voilà. Question technique aussi, les micros, on vous invite à les couper pour éviter toute résonance si vous ne prenez pas la parole à un moment. Ça, c'est pas gênant. Et on vous rappellera, parce que ça se passe toujours comme ça, d'ouvrir votre micro si vous commencez à prendre la parole, mais que vous n'avez pas rebranché. Voilà un peu pour la base. Sur le contenu, vous allez avoir plusieurs intervenants qui vont parler du sujet. L'assurance maladie qui va intervenir en deux fois, à la fois pour donner du cadre et montrer l'intérêt du dispositif d'accompagnement qui est proposé par l'assurance maladie concernant l'assistant médical. C'est Monsieur Moustapha et Monsieur Pardon qui vont prendre ce sujet en main et nous l'expliquer. Ensuite, il y a évidemment une question qu'on entend souvent chez les médecins généralistes par rapport à ce statut de l'assistante médicale, c'est quelle formation, où est-ce qu'on va pouvoir envoyer cette personne-là. Donc, en fait, là, c'est Monsieur Deladille qui viendra nous présenter un peu les choses au niveau de case santé et nous parler aussi du sérieux, évidemment, des formations. Voilà, et on reviendra un petit peu sur des questions plus pratiques et techniques avec Monsieur Pardon au niveau de la CPAM. Et puis, bien entendu, il y aura aussi un temps dans ce webinaire pour parler de ceux qui ont déjà l'expérience. Et là, vous aurez effectivement le docteur Philippe Serraillet et Ludivine, pardon, qui vous présenteront un petit peu comment il fonctionne et surtout qu'est-ce que ce projet de binôme, on pourrait dire ça comme ça, a pu apporter à la fois au niveau de la consultation pour les patients, mais aussi de légèreté, je pense que le mot est un peu fort, mais en tout cas de soulagement pour les professionnels de santé, les médecins généralistes. Et puis, bien entendu, il restera un temps pour finir avec vos questions. Voilà, donc on va poursuivre avec les slides et puis je vais laisser la parole à Monsieur Mustapha. Je crois que c'est vous qui commencez pour nous parler un petit peu de ce qui va se passer du dispositif avec l'assurance maladie. Déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Mustapha, je suis délégué
On m'a demandé de me brancher sur un truc médical. Alors pourquoi Ah, mais c'est. Bonjour Oui. Franck. C'est Bonjour Franck. Excusez-moi, donc le docteur Séropian, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Franck? Voilà, on retrouve. Donc du coup, voilà, je disais que j'étais délégué de l'assurance maladie, qu'à ce titre, nous visitons toutes les professions de santé conventionnées pour leur porter des messages conventionnels ou de santé publique. Donc certains me connaissent peut-être dans ce cadre-là. À ce titre, nous avons beaucoup porté le thème des assistants médicaux auprès des médecins éligibles. Et c'est effectivement les délégués que vous contactez lorsque vous souhaitez adhérer au contrat conventionnel d'aide à l'embauche d'un assistant médical. Donc, embaucher un assistant médical, c'est effectivement un contrat de travail, donc un employeur, un employé. C'est également une formation, mais c'est aussi un contrat conventionnel, donc entre le médecin et l'assurance maladie, qui vous donne l'éligibilité à une aide à l'embauche. Je vais donc pour ma part vous présenter le dispositif conventionnel, donc le versant contractuel entre les médecins et l'assurance maladie. La slide suivante. Oui, c'est bon. Non, c'est bon, vous pouvez revenir du coup sur les objectifs. Donc effectivement, les objectifs, très rapidement, pour embaucher un assistant médical, pour vous, pour les médecins, c'est de vous redonner du temps médical, qui vous permet de vous recentrer réellement sur les soins en vous détachant au maximum des tâches administratives, de préparation à la consultation. Cela doit améliorer vos conditions d'exercice. Par répercussion, pour les patients, ça devrait être un meilleur accès aux soins et une amélioration de la coordination, une amélioration de leur parcours de soins, par exemple en aidant à la prise de rendez-vous de second recours ou dans le parcours médico-social, ou par l'alimentation des dossiers médicaux-patients. Sur la slide suivante, on rentre vraiment dans le dispositif conventionnel. Le contrat conventionnel aide à l'embauche d'un assistant médical, c'est d'abord une aide financière pérenne. C'est un contrat de 5 ans qui est renouvelable par tacite reconduction. Vous n'avez absolument rien à faire pour qu'il soit reconduit, en contrepartie d'un engagement de patients supplémentaires ou de maintien de patientèle dans certains cas. À comprendre que l'objectif, une fois atteint, il reste fixe. C'est un dispositif également souple, il faut le dire, c'est-à-dire que vous pouvez choisir une option d'embauche à mi-temps ou à temps plein. Il y a également souplesse sur le fait que c'est vous qui choisissez les missions que vous souhaitez confier à l'assistant. Je déborde peut-être très rapidement sur mon sujet, qui est le contrat conventionnel, mais c'est à noter, c'est une formation en alternance qui peut être financée par vos cotisations professionnelles. À souligner aussi que c'est une formation qualifiante et reconnue pour l'assistant médical. Je vais arrêter ici sur la formation, Kay s'en parlera beaucoup mieux que moi. Sur la slide suivante, s'il vous plaît, on va faire un très rapide état des lieux depuis le déploiement, depuis le lancement du dispositif conventionnel en 2019. Ce que l'on observe déjà, c'est que 80% des médecins qui sont signataires au dispositif, ce sont les médecins généralistes, que parmi les médecins spécialistes signataires, la moitié sont des cardiologues, mais nous avons aussi des ophtalmologues ou des pédiatres qui se sont emparés du dispositif. Sur les chiffres nationaux, à octobre 2024, nous avions 7200 contrats signés entre l'assurance maladie et les médecins. Dans le Gard, c'est 147 médecins qui ont adhéré au dispositif, ce qui est quand même un chiffre assez élevé au regard des chiffres nationaux. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est de voir que la patientèle des médecins signataires du contrat progresse effectivement, donc en moyenne de 250 patients sur la patientèle médecin traitant et de 5% sur la phylactie. Sur la slide suivante, on voit un peu le circuit, la vie du dispositif. C'est-à-dire qu'au début, on a des conditions d'éligibilité. Effectivement, tous les médecins conventionnés en secteur 1, même les secteurs 2 qui adhèrent à l'OPTAM, l'option de maîtrise des pratiques tarifaires, sont éligibles au dispositif. Il faut par contre avoir un niveau de patientèle minimum. On va parler de percentile au vu de la patientèle moyenne des médecins sur le territoire national. Il faut donc avoir une patientèle au minima au percentile 30. On verra sur la slide suivante à quoi ça correspond. Il n'y a plus de conditions d'exercice de groupe ou d'exercice coordonné. Le dispositif est ouvert à quasi toutes les spécialités, à 2 ou 3 exceptions près, type radiologue ou anesthésiste. Le médecin, comme j'ai dit tout à l'heure, il a le choix
entre vouloir une option à mi-temps ou à temps plein. Donc, en fait, l'assistant médical que vous pourriez embaucher à mi-temps pourrait être embauché à mi-temps par un autre médecin, du cabinet ou pas. Une fois que vous avez contractualisé avec l'assurance maladie, donc, et ensuite, une fois que vous avez embauché, que vous avez un contrat de travail, cela déclenche des aides. Donc, on voit bien les montants dans la slide, sur la droite. Donc, pour un temps plein, concrètement, première année, il y a une aide de 38 000 €. Ensuite, de 28 et de 22 000 €. À partir de la troisième année, cette aide, elle est modulée en fonction de l'atteinte des objectifs. Ou pas pour certains médecins qui ont déjà une patientèle très haute. Donc, on peut aller sur la slide suivante, justement pour voir les percentiles, de quoi il s'agit. Donc, on parle percentile depuis quelques minutes. Donc, en fait, sur ce tableau, ça fait beaucoup de chiffres, mais on va juste regarder déjà la colonne grisée. Donc, ça, c'est le percentile 30. C'est le minima pour être éligible au dispositif. Donc, clairement, si on prend l'exemple des médecins généralistes, il faut avoir un minima 775 patients en médecin traitant pour être éligible au dispositif. À titre d'exemple, on voit également le percentile 50, qui est la moyenne des médecins selon leur spécialité. Donc pour les médecins généralistes, par exemple, 1045 patients. On voit également, du coup, ce qui est important pour le dispositif, dans certains cas, le percentile 90 et 95, tout à droite, qui fait que les montants seront soit non dégressifs, les aides, seront soit non dégressifs, soit majorés pour les percentiles 95. Donc, sur la slide suivante, on voit les répercussions, en fait. Donc, déjà, on voit le montant des aides pour tous les médecins, mais également, on voit pour les percentiles 90 ou 95, pour ceux qui ont une très grosse patientèle, que les montants, donc du coup, pour le percentile 95, ça reste 38 000 € pour un temps plein. Et pour les percentiles 90, à partir de la deuxième année, de la troisième année, c'est 26 000 € et ça reste 26 000 € pour la durée du contrat. Donc, du coup, sur la slide suivante, effectivement, en contrepartie de l'aide, il y a un objectif d'évolution de la patientèle. L'objectif dépend déjà de votre patientèle initiale et de l'option que vous allez choisir, mi-temps ou temps plein. À noter également que plus la patientèle initiale, lorsque vous signez le contrat, est importante, moins l'objectif il est élevé. On va donner un exemple. Si vous vous situez sur un niveau de patientèle percentile 70, donc un peu au-dessus de la moyenne nationale, on va dire, et que vous souhaitez embaucher un assistant médical à mi-temps, être aidé à hauteur d'un mi-temps, les objectifs seront, pour la patientèle médecin traitant 145 patients, et sur la file active, 248 patients. Sur la file active, il faut entendre, ce sont tous vos patients, vus au moins une fois dans l'année. Donc en fait, dans la file active, vos patients médecins traitants sont intégrés. À noter qu'il existe un simulateur en ligne sur amélie.fr, car effectivement, ici, il s'agit juste d'exemples. Les objectifs, ils sont vraiment individualisés en fonction de votre patientèle initiale. Sur la slide suivante, on a voulu quand même insister sur le fait que lorsque le médecin adhère au contrat avec l'assurance maladie, par le biais de nous, les délégués, on accompagne les médecins signataires avec par exemple un point au moins une fois tous les 6 mois pour observer l'évolution de la patientèle, faire un retour, également sur la situation du territoire. En fin de seconde année, et les répercussions sur le montant des aides. En fait, il peut y avoir différentes situations. Donc, à partir de la troisième année, si l'un des deux objectifs, patientèle médecin traitant ou file active, atteint les 100% et que l'autre ne baisse pas par rapport aux données initiales, l'aide est versée à 100% parce que l'un des deux objectifs est atteint à 100%. Deuxième cas, si les deux objectifs augmentent sans que l'un des deux atteigne l'objectif à 100%, l'aide est versée en proratisation en prenant en compte le meilleur taux d'atteinte. Si vous atteignez 90% sur la patientèle médecin traitant et 50% sur la file active, on versera l'aide à hauteur de 80%. Et malheureusement, effectivement, si les niveaux de patientèle baissent, par contre, par rapport au niveau initial, par rapport au moment où vous avez signé le contrat conventionnel, l'aide est bloquée. Sur la patientèle suivante, sur la slide suivante, pardon,
On voit qu'il y a quelques cas particuliers. Donc effectivement, les médecins qui ont plus de 65 ans, 65 ans en plus, l'objectif est le maintien de la patientèle, avec une baisse tolérée de 10%. À partir de la 3e année, en fait, si la patientèle est maintenue, donc les aides sont versées à 100%. Les médecins nouvellement installés également, parce on a parlé que les médecins éligibles étaient uniquement les médecins qui arrivaient à percentile 30. Donc, par contre, du coup, le médecin nouvellement installé, on va le rendre éligible par dérogation au dispositif. Son objectif va être d'atteindre le percentile 50 à partir de la 3e année au contrat. Il y a également une dérogation pour les médecins à exercice mixte. La caisse d'assurance maladie, donc du coup, va recalculer les objectifs en rapport avec votre temps d'exercice en dehors de votre activité libérale. Également, une dernière dérogation pour les médecins en ALD. Là, sur la caisse peut effectivement travailler sur... on peut revoir les objectifs. Sur la slide suivante, donc sur un schéma, on a voulu montrer un peu la vie du contrat. Déjà, à la base, c'est une signature, du coup, un contrat conventionnel avec l'assurance maladie. Il y a également un volet, du coup, on a dit embauche, donc contrat de travail. Donc, soit le médecin est en exercice individuel, donc effectivement, ça va être lui l'employeur, à titre individuel, mais il peut y avoir des cas, dans un cabinet de groupe, dans une maison de santé, donc par l'intermédiaire de la SCM, de la SARL, ou même de la CISA dernièrement, d'embaucher du coup l'assistant médical. Par contre, l'assurance maladie demandera au médecin que sur le contrat de travail, même s'il y a écrit la SCM embauche tel assistant médical, on va demander que le nom du médecin apparaisse quand même sur le contrat de travail. Pour vous aider dans ces démarches-là, effectivement, vous pouvez vous tourner vers vos aides comptables, l'expert comptable ou vers l'URSSAF. Et donc, une fois que nous, on a le contrat conventionnel signé, le contrat de travail en justificatif, on va commencer à verser les aides. On a voulu noter également, pour vous donner le maximum d'informations possible, c'est que du coup, les assistants médicaux dépendent de la convention collective des personnels des cabinets médicaux. Et pour cela, vous avez des liens qui vous donnent des informations, notamment sur le niveau salarial, par exemple. Et voilà, et on vous dit également qu'on peut embaucher l'assistant médical en CDD ou en CDI. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur Moustapha. Vous avez donné déjà beaucoup de cadres, vous l'avez dit vous-même, et puis je pense aussi pas mal de réponses aux interrogations qu'on peut avoir. Enfin, en tout cas, on voit que le dispositif que vous présentez ouvre beaucoup d'opportunités. J'ai presque envie de dire, à vous entendre, qu'il y a aussi de la souplesse parce qu'on peut composer. Donc, travailler avec l'assurance maladie sur l'étude de ce dossier peut s'avérer évidemment encore plus complémentaire, mais vous nous avez aussi laissé des informations. Donc là, on vient de voir un peu le cadre de mise en œuvre de l'assistant médical au sein du cabinet. J'avais évoqué en introduction, il faut aussi qu'on parle du temps de formation. Pour le temps de formation, on va donc laisser la parole à Monsieur Deladil, Alain Deladil, de Case Santé, qui va nous expliquer un petit peu les grandes bases de contenu de la formation et la façon dont ça se passe. On vous aurez aussi pas mal d'informations, mais on va y aller. Monsieur Deladil, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'oubliais juste avant. Je vous rappelle que vous avez sur Teams, vous avez la possibilité de converser. Donc, si vous avez déjà des questions sur ce qui a été posé, ce qui a été indiqué par M. Moustapha, vous pouvez commencer à les écrire. On les traitera au fur et à mesure. Et évidemment, on reprendra tout ça lors de la fin de ce webinaire sur un temps de 30 minutes qu'on a prévu justement pour répondre à toutes vos questions. Excusez-moi, allez-y, Monsieur Deladil. Merci Jean. Bonjour à tout le monde. Donc je suis Alain Deladil. Donc je suis le directeur de Case Santé. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour vous rappeler un petit peu Case Santé, qu'est-ce que Case Santé? C'est un organisme depuis 2015 qui
a obtenu l'agrément pour l'assistanat médical et qui est maintenant sur le Grand Sud-Ouest avec 13 centres, plus 2 en Martinique et en Guadeloupe. Slide suivante. Le profil de l'assistant médical. Donc, il peut être assistant médical. Eh bien, en fait, les personnes qui auront suivi une formation d'assistanat médical que l'on appelle le CQP, et les autres, ce sont le cas particulier des infirmières, des aides-soignantes et des auxiliaires puéricultrices qui ont une formation particulière, plus courte, que l'on appelle FAE, qui est la formation d'adaptation à l'emploi. Voilà ces deux possibilités. À la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour rentrer en formation, c'est extrêmement simple. Slide suivante. Quand vous signez un contrat de travail d'une assistante médicale dans votre cabinet, vous avez 1 an pour que la personne s'inscrive à la formation et ensuite, vous avez 2 ans pour que la personne obtienne soit son CQP, soit sa FAE. Donc, il ne faut pas trop tarder. Et puis, ça a un intérêt aussi, c'est qu'en formation, elles vont apprendre beaucoup de gestes, les personnes, et ça vous permettra d'avoir une aide supplémentaire très rapidement. Slide suivante. Donc, c'est extrêmement simple pour les médecins. On a besoin de d'eux pour 2 signatures, j'allais dire. La première, c'est le contrat de travail de l'assistanat médical. Ensuite, l'assistante médicale contacte le centre de formation, par exemple CAI Santé, pour un positionnement. Une fois que ce positionnement a été fait, qu'on récupère les diplômes, la carte vitale, etc., CAI s'occupe d'adresser le positionnement à la commission paritaire des cabinets médicaux, qui valide ce positionnement, puisqu'il y a quelquefois des dispenses. Ensuite, on met en place le planning et les cours débutent. Slide suivante. Le financement de la formation. Slide suivante. Là aussi, c'est extrêmement simple. La formation est prise en charge à 100% par l'OPCO-EP. CAIS, une fois qu'on a récupéré toutes les informations, on va rédiger une convention. L'assistant médical fera signer la convention au médecin et s'occupera ensuite de la mettre sur le portail de l'OPCO-EP. Une fois que l'assistante médicale rentre en formation, on a coché subrogation de paiement. Comme ça évite au cabinet médical de s'occuper du paiement de la formation. L'OPCO-EP verse directement le versement de la formation à CAI Santé. On s'occupe des factures et on s'occupe de se faire payer par l'OPCO-EP. Il n'y a absolument rien à faire pour le cabinet médical. Donc, c'est 1, engager un assistant médical, 2, signer la convention et ensuite les choses sont prises en main par CAI Santé et l'assistante médicale. La durée de formation, elle va dépendre du profil des personnes. Slide suivante. Le CQP classique, la durée est de 279 heures. La règle veut que la commission paritaire et le ministère ont défini que les jours de formation devaient être 2 jours consécutifs dans une semaine, pas toutes les semaines, et en moyenne, c'est 4 jours par mois de formation, et jamais pendant les vacances scolaires. Ça, c'est ce que nous avons mis en place chez CAI Santé, parce que la plupart des assistants médicaux ou des assistantes médicales ont des enfants et puis il y a un turnover, etc. Donc, pour pas pénaliser aussi les cabinets médicaux, il n'y a jamais de formation pendant les vacances scolaires. Donc, le maximum, c'est 279 heures. En moyenne, c'est plutôt aux alentours de 210-230 heures de formation. Donc, ça correspond à peu près à 35 jours. Si c'est une FAE, ça correspond à 14 jours. Donc, sur une année étalée en plus, donc ça fait très peu d'absence pour le cabinet médical. Slide suivante. Voilà, ce que je vous dis, c'est le planning, sachant que exceptionnellement, à la fin, il y aura, par exemple, sur le planning de Nîmes, le dernier mois, il y aura le partiel final du module du bloc 4 qui sera sur le mois de novembre, mais sinon, c'est toujours 2 jours consécutifs, donc c'est-à-dire 4 jours par mois. Slide suivante. Le contenu des blocs, le plus à même d'en parler, c'est notre directeur commercial national, qui est M. Lafitte, qui est avec nous ici, et je le laisse prendre la main pour expliquer le contenu de la formation.
Oui, bonjour à tous. Juste avant que je vous détaille juste les différents blocs, j'étais juste pour revenir sur la partie de M. Moustapha. Je vous en avais pas parlé, mais peut-être qu'il faudra à un moment donné peut-être donner l'information sur les groupements d'employeurs, parce que ça peut être aussi une information très intéressante pour la prise en charge du salaire de l'assistant médical. Voilà, c'était juste, je ne crois pas que vous en ayez parlé. Une petite parenthèse, mais donc, oui, allez. Stéphane, il y a des questions, peut-être que je ne sais pas si Jean, vous voulez qu'on réponde aux questions avant ou après? Comment On voulez-vous va répondre procéder? juste après votre intervention, on fera un tour rapide des questions qui sont posées. Parfait. Allez-y, Donc, monsieur Lafitte. pour ce qui est effectivement des différents blocs, la formation, elle est constituée ainsi, donc 4 blocs de compétences. Un bloc administratif pour les personnes qui sont concernées, c'est souvent notamment on l'a vu pour les FAE, hein, donc les personnels soignants, donc les infirmières, les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture. Ça, ce sont les statuts qui sont concernés par la FAE, qui est exclusivement le bloc administratif. Vont être concernées aussi toutes les secrétaires médicales qui sont non titrées, qui n'ont pas de titre de secrétaire médical. À ce moment-là, elles vont devoir valider les compétences du bloc administratif. Par la suite, effectivement, le CQP est composé de 3 autres blocs que sont les blocs médicaux. Donc, effectivement, on va retrouver toute la partie suivie du parcours de santé du patient. Slide suivante. Oui, pardon, la slide suivante. Diapositive suivante. Oui. Donc, le suivi du parcours de santé du patient, c'est le bloc 1, c'est un bloc assez dense où là, effectivement, elles vont reprendre toute la partie vaccination, dépistage, politique de santé publique, le parcours de santé et de la coordination, et tous les examens courants qui sont réalisables au sein d'un cabinet médical. J'y reviendrai juste à la fin des blocs. Il va y avoir toute la partie, le bloc 3, ce qu'on appelle donc le deuxième bloc médical, qui est la partie hygiène et qualité. Donc là, elles vont faire toute la partie gestion du risque contaminant, l'identitovigilance et la pharmacovigilance. C'est censé effectivement vous délester, vous, sur cette information-là auprès des patients. Et enfin, j'ai envie de dire le bloc le plus, entre guillemets, le plus intéressant pour l'assistant médical, c'est le cœur du métier d'une assistante médicale, c'est ce qu'on appelle le bloc 4, qui est l'assistance opérationnelle aux praticiens. Alors là, c'est intéressant parce que, évidemment, on va leur faire faire l'AFGSU de niveau 1 si elles n'ont pas les soins de premier secours à jour. Je vous rappelle, c'est 4 ans. C'est obligatoire. Une assistante médicale doit avoir son AFGSU à jour. Elles vont apprendre sur ce bloc-là. Chez nous, ce sont des médecins, des confrères à vous, qui donnent des cours sur cette partie-là. Toute la partie constante et mesure, poids, taille, tout ce que peut faire une assistante médicale sous votre tutelle, bien entendu. J'y reviendrai pour terminer là-dessus. L'assistance technique aux praticiens, c'est un module fort de la formation. Elles vont pouvoir voir en formation, sous l'égide de médecins formateurs, l'ECG. Elles vont voir la partie audiométrie, spirométrie, polygraphie ventilatoire dans certains cas. On fait venir et intervenir des intervenants extérieurs là-dessus, qui de mieux que certains... Oui, Alain, tu veux t'exprimer? Slide suivante. Oui, slide suivante. Donc, effectivement, elles vont voir l'audiométrie, par exemple. On travaille avec le CHU de Nîmes, le professeur Venin, qui a mis en place une petite tablette où vous pouvez, quand vous avez une mini-formation, vous, médecin, quelle que soit la spécialité, mais il faut que ça soit un petit peu concerné par l'audiométrie, faire une audiométrie à votre assistante médicale, sous votre tutelle. On me pose beaucoup la question, moi je vais de Bordeaux à Lyon, en passant par Marseille, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire à mon assistante médicale? Ce bloc-là est là pour valider des gestes qui vont être réalisés sous votre tutelle. Le statut de l'assistante médicale est un statut qui lui permet d'être en contact physique avec un patient sous votre tutelle. Ce sont des mots importants, puisqu'effectivement, vous allez pouvoir vous délester de certains gestes médicaux en ayant validé vous aussi en amont, puisque vous êtes non seulement le médecin employeur, bien sûr, mais aussi le médecin tuteur. Vous avez une personne qui est sous votre tutelle, qui va vous permettre de lui faire des gestes, non pas évidemment des soins, et encore moins de diagnostic, bien entendu, mais des soins, des gestes tels que la spirométrie, parce que vous avez de moins en moins de temps de les faire au cabinet, l'audiométrie, l'ablation du bouchon de cérumen. Elles l'apprennent, elles sont sous votre tutelle, elles peuvent,
quand vous aurez validé ce geste-là avec elle, nous c'est validé en centre, mais vous pouvez faire, c'est le papy qui vient, vous savez, à 17 h le vendredi, qui rentre au cabinet, ça fait 3 jours qu'il essaie d'avoir quelqu'un, malheureusement il y avait tellement de demandes qu'il n'a pas pu venir, il vient, lui, à l'oreille comme ça. Si c'est diagnostiqué par vous, vous pouvez le faire à votre assistante médicale. L'électrocardiogramme, pareil. Elle va mettre en place l'électrocardiogramme. Suite à une consultation courante, dans votre consultation, vous vous êtes posé des questions un petit peu à l'examen. Vous voulez lui faire un électrocardiogramme rapidement, avant d'aller peut-être chez un cardiologue si nécessaire ou pas. Là, ce gain de temps-là est très intéressant. La polygraphie ventilatoire, c'est exactement la même chose. C'est toujours à la fin de la consultation que la dame dit à son dit au docteur que quand même, moi, des fois, je t'entends plus respirer, je me sens que tu respires plus. Bon, c'est un patient diabétique, hypertendu, en obésité. Si vous êtes formé et vous avez vos 40 heures au sommet, vous pouvez déléguer la mise en place d'un polygraphe avec explication de l'examen. Qu'est-ce qu'une apnée? Elles sont formées à ça. Votre assistante médicale est formée à faire ça. Elle va pouvoir vous poser le polygraphe dans la continuité de votre consultation et vous continuez votre consultation. Elles vont voir le frottis, les implants intra-utérins, la gastroscopie, la coloscopie, en vidéo, bien entendu, puisqu'elles ne sont pas censées faire ces examens-là, mais savoir les expliquer, vous faire gagner du temps sur, voilà, si vous faites un frottis, par exemple, vous allez poser un implant intra-utérin la prochaine consultation, vous n'avez pas eu trop le temps, malheureusement, d'expliquer vraiment l'examen, l'assistante médicale peut être le relais de ça pour faire gagner du temps. L'aide à l'habillage, l'aide au déshabillage, bien entendu, puisqu'elle est sous votre tutelle, donc elle peut être en contact physique avec un patient. Le fond d'œil, le champ visuel, pour la partie ophtalmologique, sont des choses qui sont aussi vues, mais évidemment plutôt en vidéo, avec un médecin formateur. Donc, tout ça, je vous ai fait un petit résumé de ce que on nous demande souvent, où je peux aller avec mon assistante médicale. Après, il y a une question de place. Souvent, l'assistante médicale a un réel intérêt lorsque elle a son box, qu'elle peut vous aider sur des prises de constante. Préparer, par exemple, nous, on a rajouté à la demande de la commission paritaire, avec le raccord en tout cas, module pédiatrique, plutôt axé sur la pédiatrie, pour que l'assistante médicale puisse être capable de mesurer, peser, déshabiller un bébé pour une consultation parfois ça peut faire gagner du temps, pareil pour des patients âgés, bien sûr. Voilà le contexte un petit peu de ce que doit et peut faire une assistante médicale aujourd'hui pour vous faire gagner du temps médical. Parce que c'est encore une fois, je crois que, et Alain peut finir là-dessus, avec la partie évidemment tutelle, je crois que si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect-là, et je ne parle même pas des dépistages que vous devez proposer, peut-être même des visites médicales instaurées maintenant par vous, la Caisse primaire d'assurance maladie à différents âges. Vous allez peut-être avoir un petit peu plus d'afflux de patientèle aussi. Une assistante médicale peut vous aider sur ces visites-là, peut-être sur les prises de constante, créer un dossier patient pour des nouveaux patients. J'ai des cas à Rodez, par exemple, où c'est une maison de santé, ils sont 7 médecins généralistes, ils ont 3 assistantes médicales, les prises de rendez-vous pour les patients qui viennent faire un dossier médical, ils sont vus et ça, quand vous appelez, vous passez par un standard qui vous oblige à passer par l'assistante médicale pour créer le dossier médical. Je ne parle pas, évidemment, qu'il faut, dans ce cas-là, qu'il y ait un diagnostic, mais qu'une assistante médicale, tant que vous êtes dans les murs de votre cabinet médical, vous pouvez lui déléguer cette partie-là. On a bien compris, M. Laffitte. On va peut-être voilà, un tout petit peu avancer, mais je crois que là, vous nous mettez en envie, en tout cas, j'espère que ce sera le cas pour ceux qui hésiteraient encore. Vous avez donné beaucoup d'informations. Peut-être qu'Alain peut terminer justement sur la question. Voilà, je vous laisse terminer sur les prises en charge. La formation, on pourra revenir à travers vos questions. Par exemple, pour la sage-femme, comme la sage-femme, je vous rappelle que la sage-femme, sa 2e année correspond à un niveau d'infirmière, elle fera la FAE, elle fera 98 heures. Pour avancer aussi, CAI Santé, nous avons fêté la semaine dernière notre 1000e assistant médical inscrit et qui va rentrer en formation. Nous avons l'habitude et on s'est aperçu aussi qu'il y avait un besoin aussi de formation professionnelle continue. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place depuis maintenant quelques semaines. 2 syndicats de
spécialités nous ont agréé aussi le syndicat, le SNOF, le syndicat d'ophtalmologie, et puis maintenant le syndicat des ORL, où nous allons faire des formations spécifiques pour les assistantes médicales, donc en ophtalmo et en ORL. Et ensuite, étant donné que la formation est assez courte et qu'on doit rester vigilant sur la connaissance des assistants médicaux, nous avons mis en place des modules de 2 jours sur la gynéco, la pédiatrie, diabète et obésité, etc. Enfin, ce que vous voyez à l'écran. Donc ça aussi, toute profession médicale et paramédicale a droit à son DPC. Les assistantes médicales ne sont pas encore reconnues comme une profession paramédicale et donc n'ont pas le DPC, mais il était important que l'on mette en place une formation continue pour ces personnels qui sont essentiels au fonctionnement du cabinet. Diapositive suivante. Pour finir, la valorisation du personnel et les profils, vous vous posez aussi des questions. Qui doit-on embaucher? Est-ce que c'est une montée en compétences des personnels qui sont déjà chez vous? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur, comme une infirmière, une aide-soignante, une auxiliaire de puériculture, une sage-femme ou d'autres? Ben ça, c'est votre choix. Sachez que tous les profils sont les bienvenus et que la formation mettra à niveau tous ces personnels pour cette action. Diapositive suivante. Qui apparaît. Voilà. En récapitulatif, vous avez une secrétaire médicale, elle va avoir un travail purement administratif. L'assistante médicale, c'est enfin de l'aide aux côtés du médecin en permanence pour encadrer un patient. Et ça, c'est formidable, c'est enfin l'aide que vous attendiez pour pouvoir, en fait, déléguer, être assisté dans l'exercice de votre art médical. Et ça, c'est vraiment un changement radical par rapport à simplement une secrétaire qui était là pour faire de l'administratif. Et là, l'assistante est là en permanence à vos côtés pour pouvoir exercer. Slide suivante. Sur Nîmes, nous avons la chance d'avoir 2 personnes extraordinaires. Alors, surtout une, je le dis parce qu'elle est là en visio, donc je ne veux pas pouvoir dire le contraire de mon équipe. Mais donc, vous avez Madame Laure Vincent et Madame Luna Dupont, avec les coordonnées que vous connaissez, nous sommes installés à Nîmes. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Et merci à vous, Monsieur Donnelly et Monsieur Lafitte, vous avez apporté encore des éclairages. Alors, pendant que vous vous exprimiez, on a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Alors, Anaïs, est-ce que c'est ma collègue Anaïs qui reprend un peu le fil des questions? On pourrait peut-être traiter 1 ou 2 questions, si tu en as repéré quelques-unes qui soient techniques, sans qu'on rentre à nouveau dans un débat. On va essayer d'apporter déjà des premiers éléments de réponse, mais la discussion, elle pourra se poursuivre, je vous le rappelle, après, vers la fin de ce webinaire, et on prendra le temps pour le faire parce que c'est important. Anaïs, je te laisse la main. Oui, merci Jean. Donc on a eu plusieurs questions, certaines ont déjà pu être répondues. Je pense que 2 questions se rejoignent et ça serait intéressant qu'on puisse juste avoir une réponse peut-être de la part des référents de l'assurance maladie sur la question relative à la fin d'un contrat, notamment est-ce que ça vaut le coup par exemple de se lancer si on a une retraite qui arrive dans les prochaines années, et qu'est-ce qui se passe aussi si on doit mettre fin au contrat tout simplement, je suppose par rapport à l'aide de l'assurance maladie. Alors, du coup, comme j'ai dit qu'il y avait une dérogation aussi, du coup, pour les médecins de plus de 65 ans. Donc, je pense que ça se rapporte à la question posée. Donc, effectivement, si cette aide permet aux médecins de maintenir son activité encore quelques années, effectivement, les médecins de plus de 65 ans, par exemple, peuvent adhérer au dispositif. La question de fin de contrat. Oui, donc du coup, pour les fins de contrat, alors effectivement, le mieux pour tout changement dans le contrat, donc soit une fin de contrat, soit un avenant, pour observer par exemple un passage d'un mi-temps à un temps plein, ou le contraire, il faut vraiment qu'on puisse le faire aux dates anniversaires des contrats, pour qu'au niveau des versements et des financements, il n'y ait pas de répercussions pour le médecin. Puisque nous, on verse la première année, en début d'année, on verse à taux plein. La seconde année, également, un seul versement. Et à partir de la 3e année, on verse une avance.
et puis après un solde. Donc le mieux, c'est d'avoir des changements dans la vie du contrat uniquement aux dates anniversaires, pour, comme je l'ai dit, qu'il n'y ait pas de répercussions sur les financements. Alors effectivement, si vous clôturez votre contrat à la 3e année, pour X raisons, et qu'on ne vous a pas versé une avance au titre de la 3e année, il n'y aura pas de répercussions sur les financements. Est-ce que je réponds à la question? Je laisserai peut-être le médecin. Oui, pas tout à fait. Si je m'entends pas avec l'assistant médical, ce qui peut arriver, hein, je lui demande de faire ça, elle le fait pas, et je veux me séparer d'elle parce qu'elle fait pas le job. C'est quoi après? Parce que je veux pas prendre un prud'homme dans la gueule, je veux que ça se passe simplement. Qui c'est qui gère? Voilà. Et puis, je vous rappelle qu'il y a des élections en 2027. Je ne sais pas si on va. Voilà, est-ce que le financement va être si pérenne que ça? Imaginons qu'il n'y ait plus de financement en 2027. Est-ce que je peux licencier comme ça sans explication à la personne, ou on va me dire t'es gentil, tu peux pas licencier comme ça, tu dois une prime, etc. Donc je voudrais être rassuré là-dessus. Alors effectivement, comme je l'ai dit, le contrat assistant médical, c'est un contrat de travail, mais également un contrat conventionnel. Donc tout ce qui va concerner le droit du travail, donc, au début, c'est auprès de vos aides comptables, de ceux qui vous conseillent sur, par exemple, l'écriture du contrat de travail. Et effectivement, s'il y a des questions sur le droit du travail, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Nous, on gérera uniquement CPAM, assurance maladie, la vie conventionnelle. Par contre, du coup, sur votre question sur le contrat et la convention, c'est un contrat qui est apparu déjà dans l'ancienne convention, dans un avenant de l'ancienne convention. La nouvelle convention, du coup, qui court jusqu'à 2029, l'a même valorisé et insiste que c'est un contrat qui sera du coup reconduit par tacite reconduction. Donc, à ce jour, conventionnellement, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Très bien. Anaïs, est-ce qu'il y a d'autres questions, ou est-ce qu'on rend la parole à Monsieur Pardon pour évoquer la dimension numérique également? Il y a une dernière question que je pense qu'on peut prendre, et peut-être que les autres qui sont de l'ordre des remarques, on pourra y revenir à la toute fin. Donc, il y a une question du docteur Plancoulen, je suppose, médecin, qui nous demande s'il est envisageable d'embaucher un assistant médical à 2 médecins sur 2 sites différents. Et si on peut laisser l'assistant dans un cabinet unique, ou s'il faut prévoir une alternance entre les 2 cabinets, est-ce qu'il y a une liberté en fait pour s'organiser? D'accord. Monsieur Moustapha, on vous laisse reprendre la parole. Bien sûr. Comme j'ai expliqué au début, le médecin choisit entre l'option mi-temps et temps plein. Ça, c'est le conventionnel. Nous, on va demander un justificatif d'un contrat de travail. Donc, en fait, à minima à hauteur de l'option conventionnelle que vous avez signée. Et ensuite, l'assistant médical, effectivement, si elle a un mi-temps chez un médecin, elle peut tout à fait signer un contrat de travail. Si elle a uniquement un mi-temps chez un médecin, elle peut tout à fait signer un contrat de travail avec un autre médecin. Par contre, le contrat conventionnel, lui, il est individuel par médecin. Donc, effectivement, on peut avoir une assistante médicale sur un site et sur un autre site. Très bien. J'aimerais. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Très rapidement. Parce que très rapidement. Allez-y. Je voudrais répondre au docteur Costa, qui n'a pas eu trop la réponse qu'il cherchait à avoir. Nous, avec l'expérience qu'on a, on est en dehors des choses et on voit ce qui se passe. Depuis la loi Macron sur les licenciements abusifs et les choses comme ceci, au niveau du prud'homme, il y a maintenant un plafond et tout est légiféré. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, a moins d'1 an d'expérience ou 1 an d'expérience, si elle est licenciée et que c'est déclaré comme abusif, au maximum, j'allais dire, la prime que la personne recevra, c'est 1 mois de salaire. Tout est planifié à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la capacité de vous séparer puisque c'est un contrat de droit commun. Et là aussi, on envoie des cabinets signés avec une assistante médicale. Ça ne fonctionne pas. Déjà, il y a la période d'essai. Le contrat se rompt.
Après, la formation est pour certains cas, on maintient la personne en formation de façon gratuite chez CAI Santé, parce qu'on ne veut pas non plus interférer là-dedans, ça nous arrive de temps en temps. Et puis aussi, nous sommes force de proposition, puisque nous avons quand même une capacité pour aider les médecins de passer des annonces et d'essayer de lui proposer des profils en adéquation avec ce qu'ils cherchent. Donc ça peut. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Costa. Oui, oui, merci. Voilà, il faut quand même tenir compte de toute de ce qu'il peut y avoir. Je rappelle à la CPAM qu'il y a 20 ans, quelque chose comme ça en arrière, il y avait le dispositif médecin référent qui nous a permis d'embaucher des secrétaires. Ça s'est transformé en médecin traitant et qu'on avait embauché les secrétaires et qu'on n'a plus eu d'aide. Donc, on a eu par le passé des dispositifs qui étaient soi-disant pérennes et puis qui se sont arrêtés. Et puis, comme on est médecin et tout, on n'a pas envie de mettre les gens dehors et on s'est débrouillé, mais Je peux parler? Ouais. Je peux parler? Rapidement, si vous voulez, on aura quand même ce temps de discussion encore Bien. après. Oui, docteur Ottard, très rapidement. Non, juste par rapport à ce que vient de dire David et sur le sujet, personnellement, je me suis renseignée. Le mieux, c'est de faire appel à un avocat, sachant que nous devons tous les ans recevoir les assistantes médicales pour vérifier et valider leur fiche de poste et leur mission. Et ça, c'est déjà un prérequis avant de tenter quoi que ce soit. Voilà, c'est juste. Très bien. Merci en tout cas pour ces précisions. Après, j'aurais besoin de m'exprimer à la fin. Bien sûr, mais gardez la main ouverte, docteur. Il n'y a pas de souci. Merci, monsieur Lefebvre. Je vous en prie. Monsieur, pardon, on vous donne la parole pour reparler de la délégation de tâches numériques. Pas de souci. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Mickaël Pardon, je suis chargé de mission sur le numérique en santé au sein de la caisse primaire du Gard. On vient de voir de manière assez complète les modalités de contractualisation et de conditions d'accès à un assistant médical. Comme on l'a précisé, le but d'un assistant médical est bien entendu de se dégager du temps médical et je vais vous présenter ici quelques tâches administratives et certains services qui peuvent être pris en charge par les assistants médicaux dans cette optique-là. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en premier lieu, l'assistant médical est souvent amené à réaliser de la facturation. Ça, c'est quelque chose qui est déjà souvent le cas quand on fait évoluer un poste de secrétaire médical. Cependant, vous êtes nombreux du coup à identifier certaines tâches administratives qui peuvent être chronophages. Et sachez que donc l'assistant médical peut être amené à vous suppléer dans la réalisation de ces tâches administratives. Avant d'évoquer les possibilités dans la slide suivante, je me permets de vous préciser que le prérequis pour pouvoir faire ceci, c'est de faire délivrer une carte CPE dite nominative pour votre assistant médical. Et c'est vous qui devrez la commander en tant que médecin en vous connectant sur le site de l'Agence du numérique en santé, donc le site qui est présent sur le diaporama. Et vous devrez donc commander cette carte pour votre assistant médical. Donc, je le rappelle bien, une carte nominative, sinon cet assistant médical n'aura pas accès au bouquet de services. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous ai listé le bouquet de services qui est disponible à ce jour sur Amélie Pro. Il concerne la majorité des téléservices d'un médecin et sont actualisés au fur et à mesure des contraintes réglementaires et techniques. C'est d'ailleurs pour cela que vous ne voyez pas aujourd'hui la déclaration du médecin traitant, puisqu'elle a été suspendue en raison d'un petit problème technique d'identification du médecin qui transmettait. Mais c'est un service qui fait partie des services généralement utilisables. Donc, vous retrouvez tout ce qui est le remplissage des avis d'arrêt de travail, des certificats d'accidents médicaux, les prescriptions électroniques de transport, les demandes d'affection de longue durée, etc. Donc, dans une journée, le remplissage de ces imprimés peut être assez long et le fait de pouvoir les déléguer à un assistant médical va vous faire clairement gagner du temps et vous le verrez par la suite dans les cas pratiques, le retour d'expérience.
ce sont des choses qui sont généralement très utilisées au niveau des assistants médicaux en poste. Donc, pour pouvoir faire ceci, vous devez mettre en place ce qu'on appelle une délégation. Elle se crée sur le site Amélie-Pro au nom du médecin et on donne délégation à un assistant médical avec donc sa carte. Sachez que vous avez la possibilité de nous contacter. Donc, le rôle des délégués numériques en santé que vous connaissez fait partie de cet accompagnement-là pour mettre en place cette délégation et éventuellement aussi la commande de la carte nominative. Vous avez l'adresse mail de contact directement si vous n'avez pas accès à leur numéro de téléphone portable. Slide suivante. Une des autres délégations que vous pouvez déléguer, que vous pouvez laisser à la charge de l'assistant médical, c'est la qualification de l'identifiant national de santé. Donc ça, c'est une tâche qui est nécessaire dans vos logiciels médicaux. Pourquoi? Puisque cet identifiant national de santé va être le moyen d'authentifier le patient sur différents services. Et cet identifiant va suivre le patient de manière à avoir une identité unique, que l'on soit en ville, à l'hôpital, etc. Quel intérêt pour vous, en tant que médecin, de qualifier cet identifiant national de santé? C'est de permettre d'avoir accès à différents services tels que le dossier médical partagé, qui est donc généralement enrichi par le professionnel de santé, mais qui peut aussi être pris en charge par un assistant médical. C'est-à-dire que l'assistant médical va pouvoir envoyer des documents sur le dossier médical partagé du patient. Et également, du coup, cette qualification de l'INS est nécessaire pour pouvoir réaliser de l'ordonnance numérique. Donc, dit ordonnance numérique, dit aussi derrière des envois vers le dossier médical partagé, ce qui peut permettre des patients qui vont revenir d'être directement traités par l'assistant médical en disant docteur, j'ai perdu mon ordonnance. Donc l'assistant médical va pouvoir du coup dire on vous a envoyé ce document sur votre espace santé et vous pouvez le retrouver là-dessus. Donc ce qui va vous éviter des demandes un peu redondantes. Sur la slide qui suit, donc je refais le point voilà, sur le dossier médical partagé. Donc, qu'est-ce qui est utilisé à ce jour? Donc, c'est la possibilité d'envoyer les volets de synthèse médicaux. Vous avez la possibilité de joindre également des documents directement au patient via la messagerie sécurisée de santé. Donc, tout ça sont des tâches qui peuvent être prises en charge. L'idée, c'est de pouvoir faciliter la prise en charge de vos patients auprès d'autres structures ou d'autres confrères en mettant à disposition ces documents médicaux. Éviter éventuellement aussi des doublons de prescription, de traitement, donc d'avoir l'information de ce qui a été déjà prescrit et déjà disponible en termes de résultats sur le dossier médical partagé via votre envoi à vous depuis votre logiciel médical. Donc, comment alimenter ce dossier médical partagé? Ça se fait au travers de votre logiciel médical directement à l'intérieur de celui-ci avec cette carte nominative, on y revient toujours. Et pour terminer, du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire à ce jour de l'utilisation du DMP par les assistants médicaux? Sur l'année 2024, il y a 23 assistants médicaux qui ont déjà pris en charge cette alimentation et ça a représenté 1376 documents déposés pour les patients. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardon, là, vous avez encore apporté des éléments. On voit qu'il y a déjà des questions. On va les traiter après. Vous pouvez d'ailleurs les regarder sur la difficulté parfois qui est liée justement à toute la gestion numérique. Je vous propose malgré tout de continuer avec le témoignage dont on avait parlé, notamment avec la MSP de Rémoulin, pardon, pour pouvoir évoquer un petit peu comment, dans le concret, les expériences intéressantes se vivent également. Ça permettra aussi déjà de répondre peut-être à certaines questions et puis ensuite on débattra ensemble. Ludivine, je te laisse la main. Bonjour, merci Jean. Donc bonjour, je suis Ludivine Ray, donc directrice de projet santé sur ma CPTS, mais également assistante médicale depuis juillet 2021 avec le docteur Seraya Remoulin. Donc je vois concernant le timing qu'il est 13h28, donc techniquement il me resterait 2 minutes pour vous faire ce retour d'expérience. Donc je vais être la plus brève possible.
Donc, je suis à mi-temps avec le docteur Serraillier depuis 2021. Je travaille avec lui les mardis et les vendredis. J'ai également fait ma formation d'assistante médicale en 2024. Et donc, avec le docteur Serraillier, on a voulu faire une rétrospective sur ces 4 ans où on s'est demandé un petit peu quelles avaient été ces interrogations avant la mise en place et quel était maintenant le recul à 4 ans. Donc, le premier fait, qui est une évidence, c'est qu'effectivement, ça a été, donc, comme vous le disiez, perdre un peu de temps pour en gagner énormément. Slide suivante. Donc, sur un exemple pratico-pratique, effectivement, quand on met une assistante médicale en place, donc là, prenons par exemple le planning Doctolib, il y a un temps de présentation de l'outil et de prise en main de l'outil qui a été fait par le docteur Serraillier, donc c'est lui qui m'a présenté cet outil. Il y a un temps de mise en place et de paramétrage qui a été fait également avec le docteur Serraillier, donc certes, ça a pris un certain temps. Puis après, il y aura cette période de questionnement où en cas d'hésitation ou de difficulté, effectivement, je devais aller le solliciter. Au final, très vite arrive une autonomie totale sur l'outil. Pourquoi? Parce que nous avons aussi la chance d'avoir une assistance qui est réactive et efficace si besoin, et je n'avais donc plus besoin d'aller solliciter le docteur Serraillier. Finalement, c'est un outil que le docteur Serraillier ne touche plus. Donc, perdre un peu de temps pour en gagner énormément, c'est un exemple pratico-pratique. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, la qualité à la quantité. Avec la diversification des actes, effectivement, il s'agit ici de venir pouvoir proposer des actes techniques et des examens que le médecin n'aurait pas le temps de faire tout seul. Donc, la quantité, évidemment, peut en découler puisqu'on va rajouter des rendez-vous. Mais ici, ce n'est pas l'objectif de départ. C'est vraiment venir diversifier les actes par rapport aux patients. Donc, on va pouvoir leur proposer, comme je le fais moi, sur des rendez-vous Doctolib, sur une plage horaire qui m'est propre, des ECG, des spirométries, des dermatoscopies, des MMS pour les personnes âgées. Donc ici, j'ai la chance de pouvoir le faire en bilingue. C'est pratique puisque j'étais anciennement prof d'anglais. Donc, c'est vrai qu'on m'envoie beaucoup les anglophones. Tous les ERTL4 et A6 sur les dépistages de l'enfant concernant les dysphagiques, dyslexiques, et tout ce qui concerne dépistage et prévention. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Donc, après, le deuxième constat, ça a été le soulagement de la charge mentale. Donc là, je vous mets à adopter un deuxième cerveau. Je plaisante, mais presque pas en fait. C'est vraiment l'idée. Donc, sur la slide suivante, on va voir comment j'assiste le docteur Serraillier, notamment le vendredi lors de ses consultations où je passe toute la journée avec lui sur son bureau. Parce que oui, j'ai un bureau d'assistante médicale, mais j'y suis pas souvent en fin de compte. C'est vraiment le constat qui a été fait. Je vais y être quand j'ai besoin de m'isoler, mais la plupart du temps, je suis en consultation avec lui. Donc, généralement, moi, je suis sur l'ordinateur à son bureau, en silence, je tiens à le préciser, je n'interviens pas, je ne viens pas perturber sa consultation. Les patients sont habitués, parce que finalement, je suis discrète, derrière son ordinateur avec son écran géant. Je suis en fait finalement un peu comme un scribe dans un coin du bureau. Le médecin, lui, souvent, donc le docteur Serraillier, va aller directement et plus rapidement à la table d'auscultation avec le patient. Donc ici, on a créé une nouvelle dynamique où le docteur Serraillier va, entre guillemets, faire semblant de parler au patient. Alors, pourquoi faire semblant? C'est qu'il va lui donner plus d'informations que nécessaire, plus d'informations qu'il aurait fait habituellement quand il consultait tout seul. Et sous-entendu, ces informations, elles me sont destinées, en fait, pour préparer un maximum de documents et d'éléments en amont lorsqu'il a fini sa consultation. Ou alors, il va me rejoindre sur le bureau avec moi, avec son ordinateur. Donc, nous sommes à 2 ordinateurs s'il y a besoin de renfort, s'il y a trop d'informations à traiter. Donc là, très brièvement, ça va se passer de la façon suivante. Lorsqu'il raccompagne le patient qui vient d'être vu, je vais sur Doctolib, je lui donne le nom du patient suivant.
Je vérifie le type de consultation, donc pour l'informer s'il s'agit d'une consultation G classique ou si on est sur du soin non programmé ou un rendez-vous SAS. Je change les statuts sur Doctolib de salle d'attente à l'agenda et je préviens d'un éventuel retard, surtout lors des visios, si je constate qu'on prend un peu de retard. Pendant qu'il va chercher le nouveau patient en salle d'attente, moi, j'ouvre le dossier BEDA, donc le dossier du patient. Lorsque le patient s'assoit, je demande directement la carte vitale, je vérifie l'identito-vigilance, je vérifie si ce patient a un médecin traitant et je vais aller vérifier aussi les éléments du DMP, tout ce qui est SIM10, antécédent et ALD. En début de consultation, généralement, je vérifie les alarmes et les rappels qui ont été programmés concernant les vaccinations ou le dépistage. Et j'attire l'attention du médecin généraliste, généralement en passant ma souris sur l'information sur l'écran, toujours ici pour ne pas venir perturber la consultation. Donc, l'idée, c'est que le médecin va poser la question concernant ses éventuelles vaccinations ou dépistages lorsque le moment, lui paraît opportun dans la consultation. Donc, pendant qu'il fait la consultation ou l'auscultation, le patient est sur la table d'examen avec le docteur Serraillier. Moi, pendant ce temps, je saisis dans le dossier l'historique, les examens paracliniques, l'observation du jour, les paramètres vitaux, les constantes et la conclusion. Il y a un vrai gain de temps qui a été constaté, notamment sur les rendez-vous en pédiatrie. Parce que là aussi, je vais venir enregistrer les vaccins dans le dossier VEDA, en précisant le numéro de lot, la date de péremption, mais je vais pouvoir venir compléter le carnet de santé et notamment la courbe de croissance. Donc, avant la fin de la consultation, j'ai repéré les informations qui avaient été données aux patients, donc à moi, et j'ai ainsi préparé les documents. Donc, ça va être certificat, demande de labo, imagerie, paraclinique, les ordonnances, les RDO. Donc là, je peux tout vous énumérer, mais bon, il y aura aussi les dispositifs médicaux, les conseils, les formulaires et les courriers d'adressage. Ensuite, je complète sur Amélie Pro s'il y a besoin concernant les demandes d'ALD, les demandes de médecins traitants, les accidents de travail, les arrêts de travail. Et maintenant, il y a également MRTC, le parcours obésité infantile sur Amélie Pro. Je participe également au suivi du parcours de soins via Omnidoc. Je peux faire et préparer les téléexpertises. Je vais aussi prendre rendez-vous avec les paramédicaux s'il y a besoin, le second et le troisième recours. Je vais vérifier et réfléchir aux protocoles et aux parcours qui sont existants sur notre MSP et sur la CPTS, si jamais le patient pouvait correspondre aux critères d'éligibilité et donc, du coup, rappeler au docteur Serraillier que nous pourrions l'inclure dans un parcours. En fin de consultation, je passe la carte vitale ou la feuille de soins s'il a oublié sa carte vitale. Je peux faire également du dégradé. Et avec la bonne cotation, donc je vérifie si c'est du G plus MEG sur les 0,6 ans. Si c'est du soin non programmé, on sait qu'on a une cotation de 15 € supplémentaires, et notamment les IMT quand on reçoit des nouveaux patients qui sont en ALD. Donc tout ça, c'est une double sécurité pour éviter des erreurs de cotation ou des erreurs plus graves quand on fatigue, parce qu'on n'est pas infaillible et on n'est pas des machines. Donc lorsque le patient sort, en débrief si besoin. Je lui propose aussi également un café si je le trouve fatigué, parce que ça arrive, ou en fonction du planning, je vais lui proposer de faire une pause lorsque je vois que le moment est opportun. Je suis en quelque sorte sans mettre du temps sur ces consultations. En fin de journée, je télétransmets si ce n'est pas fait. Et sur les temps morts, donc ce que j'appelle des temps morts en consultation, ça va être toutes les consultations avec une approche psychologique. Il va y avoir beaucoup d'échanges à l'oral. Là, sur ces moments-là, je fais de l'administratif. Il n'y a pas de temps mort sur ma journée. Je vais en profiter pour classer les résultats labo, les courriers des spécialistes, ou alors finaliser les ALD sur Amélie Pro, ou alors je traite les demandes qui sont faites par le secrétariat. Donc là, on voit vraiment que tout ça, ça peut être fait sans bureau pour une assistante médicale dans un petit coin du bureau du médecin. Tout au long de la journée, généralement, je note ces idées, tous les besoins qui vont être exprimés à l'oral par le médecin. Donc, ça peut être, par exemple, ce serait bien de faire un document type sur telle ou telle thématique. Ou alors, tiens, il faut que je pense à appeler un tel. Voilà, donc là, j'essaye de lui rappeler lorsque le moment me paraît opportun. Si je me trompe et qu'il n'est pas disponible quand je lui rappelle, je vais lui demander de me préciser à quel moment je dois lui rappeler l'information. On fait le point le soir sur ma checklist, je regarde ce qui a pu être traité et je lui reporte au jour suivant ce qui n'a pas pu être traité.
Et donc, je suis également des fois en consultation avec les internes aussi, parce qu'il aime bien faire présenter ce fonctionnement aux futures générations de médecins. Et souvent, le retour des internes que j'ai, c'est un peu toujours le même. C'est assez surprenant. Ils nous disent que ça leur fait finalement bizarre, hein, de devoir regarder le patient tout du long dans les yeux. Donc là, c'est vraiment la preuve que le médecin va aussi gagner en proximité avec le patient. Donc, sur la slide suivante, hein, on a voulu objectiver la progression du nombre de rendez-vous qui ont pu être assurés le vendredi. Donc, à gauche, la courbe en verte, hein, c'est le nombre de rendez-vous sans assistante médicale de janvier à juin. Donc, il était, sans moi, à environ moins de 30 rendez-vous. Après, il y a un pic de juillet à décembre, c'est les rendez-vous où j'ai fait ma prise de poste en tant qu'assistante médicale, hein. Alors, certes, on observe 2 trous sur cette progression. En août, j'avais mes vacances et en octobre, c'était les siennes, d'où ces 2 creux. À droite, on a voulu concrètement voir quelle était la moyenne des rendez-vous par vendredi. Donc, en bleu, sans assistante médicale, il était à 27 rendez-vous et demi par jour, par vendredi, puisqu'on reste sur les vendredis, puisque c'est là que je l'accompagne. Et en rose, donc avec assistante médicale, donc moi, il est passé à 33 rendez-vous en moyenne. On a voulu aussi se poser la question de comment ma formation avait pu impacter cette moyenne de rendez-vous sur nos vendredis, d'où la colonne en orange de 29,5 rendez-vous. Donc, ça fait sens, hein, puisque effectivement, j'étais en formation, on a calculé environ 48% de mon temps de contrat, en fait, cette année de formation. Donc, ça, je vous le passe. Donc, en fait, on se rend compte que quand j'étais en formation, il y a eu finalement une diminution des rendez-vous en 2024, mais quand j'étais de retour, hein, il y avait une augmentation de la charge de travail et de la charge mentale qui était exprimée par le secrétariat et donc par le docteur Serraillier, qui était vraiment importante. Donc, c'est bien la preuve que l'objectif, ce n'est pas d'augmenter le nombre de rendez-vous, même si c'est implicite, hein, mais bien de réduire ici la charge mentale. Sur la slide 51, donc la suivante, hein, il y a tout l'administratif qui peut être réalisé sur les temps morts, donc je vous en ai déjà parlé. Je vous propose de passer à slide 52 sur le modèle économique, hein, et la pérennité du dispositif. Donc vraiment, pour aller jusqu'au bout, on a voulu objectiver. On a voulu objectiver de façon concrète, hein, ce que ça pouvait représenter en termes de recettes et de dépenses. Donc, à gauche, en vert, hein, vous avez des exemples sur 2 médecins qui se sont portés volontaires sur 2024. Donc, ça ne concerne pas le docteur Serraillier, puisqu'encore une fois, j'étais en formation, donc ça aurait été biaisé. Donc, vous avez 2 médecins dont les informations ont été anonymisées, mais qui m'ont donné l'autorisation de préciser qu'ils sont donc en P95 avec un secrétariat. Donc, P95, c'est 19 000 € pérennes par la CPAM sur les 5 ans de signature du contrat. Et donc, on peut voir qu'à cela s'ajoutent les actes qui ont seulement été générés par l'assistante médicale. Donc, sur le docteur X, on est à 37 769 et sur le docteur Y, on est à 22 577. Donc, tout ça, c'est hors téléexpertise, Omnidoc. Ça ne comprend pas également la progression des rendez-vous de consultation générale, hein, et ça ne comprend pas non plus la rémunération acquise sur l'atteinte des objectifs ROSC. Donc, à droite, en rouge, en confrontation, on a voulu voir les dépenses, c'est-à-dire le coût réel de l'assistante médicale, hein. Donc, les précisions ici, le salaire brut, hein, sur les 2 exemples que nous avons pris, hein, parce que je tiens à préciser que ça reste des exemples, hein, est de 12 360 €. Avec les charges patronales et mutuelles, on a 2 400 € supplémentaires. Et avec les frais de gestion sociale et comptable, on a 800 € supplémentaires, ce qui nous fait un total de 15 560 €, coût total annuel. Donc, du coup, les dépenses assistantes médicales en rouge versus la moyenne des recettes, hein, de l'assistante médicale en gris à droite, hein, donc la moyenne du docteur X et Y, hein, même si le médecin généraliste n'était pas en P95, hein, donc ça veut dire que le financement ne serait pas 19 000 €, mais qu'il serait dégressif les années suivantes, hein. Quoi qu'il en soit, on peut clairement
visualiser que le financement reste pérenne, hein, et qu'il pourrait peut-être même permettre d'anticiper le départ à la retraite. Je m'excuse de vous avoir un petit peu précipité dans toutes ces informations. Je vous remercie pour votre attention. Précipité, mais en tout cas, ça a été extrêmement clair. J'ai presque envie de dire, Ludivine, est-ce que quand vous proposez le café au docteur Serraillier, j'espère que vous avez le temps aussi d'en prendre un, parce qu'on voit que vous avez parlé de multitâches, de double cerveau, que la présence de l'assistante médicale est effectivement intéressante. Je pense que votre témoignage était aussi important pour bien aussi comparer par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir sur le plan administratif. Là, vous nous apportez, en tout cas je l'espère pour vous toutes et tous, docteur, des réponses qui sont intéressantes.